J'ai signé mon compromis de vente. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il contient? À quoi faut-il faire attention? Et surtout, comment est-ce que cela s'est déroulé? Quelles ont été les étapes? Eh bien, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Moi, c'est Romain, j'ai 24 ans et en ce moment, j'achète mon tout premier appartement pour faire de l'investissement locatif. Et sur cette chaîne YouTube, je te documente toutes les étapes de ce premier achat à travers ma mini-série From Zero to Cashflow. Alors, si tu ne les as pas déjà vues, je t'invite à aller regarder les précédentes vidéos qui te retrace tout depuis le départ jusqu'à cette vidéo aujourd'hui sur la signature du compromis de vente. La première question à laquelle il faut répondre, c'est tout simplement qu'est-ce qu'un compromis de vente? Alors, le compromis de vente est aussi appelé et connu sous le nom de promesse de vente. C'est un avant-contrat signé entre le vendeur et l'acheteur qui engage les deux parties. Le vendeur promet de vendre son bien à un prix déterminé et de l'autre côté, l'acheteur promet d'acheter le bien au prix défini. En fait, à ce stade, au moment du compromis, on fixe toutes les règles du jeu, à savoir le prix de vente, la description du bien, les différentes conditions suspensives, les délais, les modalités de paiement, etc. etc. C'est un vrai contrat qui vous engage juridiquement et qui précède la signature du bien final chez le notaire. Puisque la signature finale chez le notaire, c'est simplement une redite du compromis de vente qui reprend tous les éléments qui ont été définis. Donc c'est vraiment le moment crucial, le point culminant d'une vente et d'un achat immobilier. Avant de rentrer dans le détail de tout ce qui est compris dans le compromis, on va revenir en arrière avant la signature justement pour essayer de comprendre comment est-ce que tous les éléments sont rassemblés, qui s'occupe de rassembler ces éléments-là avant de pouvoir rédiger le compromis. Alors vous avez deux options. La première, c'est l'agence immobilière qui rédige le compromis. J'ai l'impression que c'est ce qui est fait dans la plupart des cas, en tout cas sur des ventes simple entre guillemets. Et la deuxième option, ce qui a été mon cas, c'est le notaire qui s'occupe de rédiger le compromis. Déjà, pour que ce soit le notaire qui rédige un compromis, le notaire est aussi là pour la signature du compromis. Vous devez avoir un notaire pour signer votre compromis. Donc pour faire ça, la première chose à faire, c'est de trouver un notaire. Dans mon cas, je me suis laissé un peu porter par l'agent immobilier qui m'a recommandé un notaire que j'ai contacté et ça s'est fait très simplement. C'est un échange de contacts, d'informations. Le notaire a besoin de quelques informations vous concernant et après, c'est vraiment l'agent immobilier qui s'occupe de la rédaction avec le notaire en s'échangeant les différentes informations et différents documents. Alors pourquoi dans mon cas, c'est le notaire qui s'occupe de rédiger le compromis? Eh bien en fait, le bien vient d'être construit, différentes factures de travaux ont été faites un peu au black, donc pour que tout soit vraiment carré et qu'on soit sûr de ne louper aucun détail et de ne passer à côté de rien, l'agence immobilière a préféré laisser à la main du notaire la rédaction du compromis. Tous les éléments, donc que ce soit les factures, etc., ça c'est l'agent immobilier qui s'occupe de les récupérer auprès du vendeur et ensuite de les communiquer au notaire pour justement compléter le dossier et le compromis de vente. Donc ça peut prendre un certain temps. Moi ça a un peu traîné puisque je sais pas exactement quel document était manquant, mais certaines factures ont pris un peu plus de temps que prévu à être générées, donc ça s'est un peu étalé dans le temps, ça a pris environ peut-être un mois avant d'avoir un compromis bien rédigé. Bon, c'est aussi parce que là on était au mois de mai avec les ponts, etc. Ça peut s'étendre pas mal, donc c'est bien d'avoir ça en tête aussi. En contrepartie, ce que j'ai fait moi de mon côté avec l'agent immobilier, c'était de faire une visite pour lister toutes les conditions suspensives qui étaient à réaliser par le vendeur avant de pouvoir réaliser la vente. Donc on va y revenir, mais en fait on a fait une visite avec l'agent immobilier puisque dans mon bien qui vient d'être construit, entre guillemets, il y avait quelques finitions à terminer avant de pouvoir justement concrétiser la vente. Donc l'exercice a été de faire une visite pour lister tous les détails que je souhaite et qui sont souhaités être terminés avant que la vente puisse avoir lieu. Et donc ça, c'est des éléments qui vont être listés dans le compromis de vente. Et si le jour de la vente, tous ces éléments-là n'ont pas été réalisés, alors il n'y a pas de vente. Bon, on va revenir plus en détail sur ces informations puisqu'on va rentrer directement dans le vif du sujet sur tout ce qui est inclus et compris dans le compromis de vente. Alors il faut savoir que le compromis de vente en fonction du bien, si vous achetez une maison avec un terrain, une maison meublée, etc., ça peut être assez volumineux et ça peut faire beaucoup de pages. Moi dans mon cas c'est correct, j'ai que 37 pages sur le document sans compter les annexes, mais ça peut vraiment monter, donc il y a vraiment
beaucoup d'informations qui sont renseignées dans le document. Donc ici, on va vraiment se focaliser sur les points qui, à mon sens, sont les plus importants. Donc dans un premier lieu, on y retrouve les informations sur le vendeur et l'acheteur, donc les informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, adresse, etc. Donc vraiment les raisons sociales aussi de qui sont les vendeurs, qui sont les acheteurs. J'imagine que si c'est une société qui vend ou qui achète, c'est encore différent, mais il faut renseigner toutes ces données-là. Ensuite, si on avance un peu dans le compromis, on a bien entendu tous les détails et les descriptions du bien qui est vendu et acheté. Que ce soit l'adresse, les différentes superficies, la répartition dans la copropriété, les règles d'urbanisme et de servitude, pareil au sein de la copropriété. Alors, les servitudes, en fait, c'est tout simplement les droits de passage. Donc, par exemple, si votre bien est dans une copropriété, vous pouvez avoir des servitudes qui vous disent que votre bien fait mesure de droit de passage. Et donc, si jamais il y a une extension qui est faite, il faudra passer par votre bien pour, par exemple, tirer des câbles électriques ou bien des tuyaux d'eau, etc. Bon, moi, dans mon cas, je suis plutôt serein puisque je suis vraiment pas sur le droit de passage. Donc, je vais être plutôt tranquille sur les années à venir. On y retrouve aussi le cadastre du bien. Donc là, c'est vraiment les détails techniques au niveau du plan de la ville, de quel quartier, quel compartiment, quel bloc, etc. Dans quel bloc est votre bien. On y retrouve aussi tout ce qui est dossier technique, DPE, etc. Mais là qui sont même plus des documents à part entière en annexe, mais qui sont hyper intéressants. Et donc vous avez le dossier technique, mais aussi le diagnostic technique des parties communes et de l'appartement. Et dans les parties communes, ce qui est intéressant, c'est de relever aussi toutes les anomalies. Ça peut être des traces d'amiante, de plomb, etc. Moi, dans mon cas, il n'y a pas du tout de traces d'amiante, donc ça, c'est plutôt bon signe. En revanche, il y a quelques petites traces de plomb dans certaines des parties communes, mais puisque c'est un vieux bâtiment, hein, donc c'est normal en soi, c'est pas alarmant, et ces traces de plomb sont recouvertes par les rénovations qui ont été faites depuis. Donc bon, je sais pas trop comment ça peut évoluer dans le temps, mais c'est bien d'avoir ça en tête. Et sachant que mon bien n'est pas réellement impacté puisqu'il est vraiment à part. Ensuite, quand on a fait le tour de tous les détails, on retrouve bien entendu le prix de vente, peut-être l'information la plus importante, c'est le prix sur lequel normalement vous vous êtes mis d'accord lorsque vous avez fait votre offre. Moi, dans mon cas, je vais pas revenir dans le détail de l'offre, j'ai déjà fait ma précédente vidéo là-dessus, je t'invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait. En tout cas, le prix de vente est de 95 000 € et en dessous, on retrouve également les détails des frais de notaire qu'il a été inclus dans le document. Moi, j'ai donc un prix de vente de 95 000 € et des frais de notaire de 8 975 €. Ça a un peu augmenté récemment avec les différentes lois qui sont passées. Malheureusement, la région où je suis, à Reims, n'a pas fait exception à la règle. Autre partie importante dans le document, tout ce qui est plan de financement. Comment est-ce que vous allez régler l'appartement? Comment est-ce que vous allez payer? Est-ce que c'est en cash? Est-ce que c'est en comptant? Enfin, je ne sais pas quelles sont les différentes mesures possibles. En tout cas, dans mon cas, c'est tout ce qui est autour du prêt, donc le prêt immobilier. Et là, vous devez même indiquer, c'est une condition suspensive aussi justement, vous devez indiquer un montant de prêt avec un certain taux. Et si jamais la banque vous refuse 2 fois, enfin, il vous demande en général 2 refus pour que vraiment la vente ne puisse pas avoir lieu. Donc si vous avez 2 refus sur le prêt qui a été renseigné, eh bien alors la vente pourrait être annulée et vous n'aurez pas à payer d'indemnité. Ensuite, on retrouve tout ce qui est au niveau des dates, donc la date butoir de signature, mais aussi les différentes dates qui concernent votre crédit immobilier. Donc il faut que vous ayez une preuve que vous ayez déposé votre dossier sous X jours, que derrière vous avez reçu une offre sous X jours, etc., etc. Moi, dans mon cas, la date butoir de signature de l'acte définitif, donc c'est vraiment la date de signature qui est prévue le 31 juillet. Et derrière, au niveau des autres dates, j'ai le dépôt de la demande de prêt qui est au 31 mai et l'obtention du prêt le 15 juillet. Mais bien entendu, ça c'est les dates, vraiment les deadlines les plus larges. Idéalement, on essaye quand même de viser un peu plus tôt pour que la vente se réalise plus tôt, bien entendu. Bon, et la partie intéressante, c'est les conditions suspensives. Ça, c'est vraiment la partie à bien travailler et à laquelle il faut bien faire attention. Les conditions suspensives, comme je l'expliquais, c'est des conditions qui, si elles ne sont pas respectées le jour de la vente, eh bien la vente n'aura pas lieu. Donc en conditions suspensives, on retrouve tout ce qui est autour du prêt, comme je l'évoquais précédemment. Si le prêt n'est pas obtenu, si vous avez 2 refus avec le montant indiqué, alors la vente ne peut pas avoir lieu et vous n'avez pas besoin de payer d'indemnité. Par contre, le cas contraire,
contraire, si vous respectez pas les conditions qui ont été définies, vous pourrez potentiellement payer des indemnités. Et alors là, j'ai pas les montants, mais ça fait pas plaisir. Et donc les conditions suspensives qu'on a listées avec l'agent immobilier en termes de finition dans l'appartement, c'était d'installer certains spots luminaires dans la salle de bain, de nettoyer entièrement le logement. Bien sûr, il y avait encore des scotch, etc., des traces de peinture à nettoyer. Le ballon d'eau chaude, les radiateurs, le sèche-serviette, la VMC, tout ça était à rattacher et à installer tout simplement. La porte de la salle de bain aussi était à remplacer puisqu'elle a été abîmée par les artisans. Niveau extérieur, il y avait un peu de façade et d'enduit à reprendre qui ont été aussi abîmés, notamment les différents encarts de fenêtres et de la porte. Et bien entendu, le point hyper important, c'est la validation du consuel par Enedis qui régit le certificat de conformité. Ça, si c'est pas fait, il n'y aura pas de vente, tout simplement. Et pour s'assurer de tout ça, on fera une visite avec l'agent immobilier juste avant de signer définitivement pour s'assurer que tout est conforme à ce qui a été rédigé dans le compromis de vente. Et cette contre-visite, elle est hyper importante. Alors ensuite, dans le compromis, on retrouve différents éléments comme les charges et les conditions de la vente. Par exemple, au niveau des travaux, ce qui est important de savoir, c'est que là, dans mon cas, les travaux, donc on a tous les documents des artisans, etc., mais c'est le vendeur qui reste garant pendant 10 ans des travaux qui ont été réalisés pour construire le bien. Ça veut dire que si j'ai X problèmes au niveau des travaux qui ont été réalisés, et c'est pas des problèmes créés après la vente, mais plutôt des choses qui ont été faits avant et qui posent problème, je sais pas moi, la toiture qui s'effondre ou j'en sais rien, et bien là c'est le vendeur qui est garant. Et donc si jamais j'ai un problème de toiture, même si la société qui a fait la toiture fait faillite, c'est quand même au vendeur de prendre à sa charge les réparations. Autre élément à savoir, la superficie, ça peut être intéressant. Bon là en l'occurrence sur un petit studio comme ça, c'est moins évident, mais la superficie qui est indiquée dans le compromis, donc moi c'est 23,90 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous avez 1 an pour remesurer la superficie qui vous a été annoncée, qui vous a été vendue, et si jamais il y a une différence supérieure à 5%, alors vous pouvez renégocier votre prix et renégocier des indemnités. Quand vous signez le compromis, vous avez 10 jours de rétractation, sans justification ni pénalité. Donc ça aussi, c'est un élément important à savoir si jamais, je sais pas, pour X ou Y raison, vous ne souhaitez plus acheter le bien. Parmi les autres documents et informations présentes dans le compromis de vente, on retrouve tout ce qui est état de risque et pollution de la zone, du secteur, du quartier, de la ville, du département, etc. Il y a vraiment énormément d'informations. J'ai une carte en annexe avec toutes les usines, les différentes usines qui sont présentes dans le périmètre et qui permettent d'avoir tout un tas d'indicateurs. Bon, aujourd'hui, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais on est plutôt dans une zone tranquille à Reims, a priori. Il n'y a pas de centrale nucléaire, de choses comme ça. Ensuite, vous avez aussi le statut de copropriété du syndic à prendre en compte. Moi, dans mon cas, ils sont vraiment en train de construire une nouvelle copropriété et un syndic. Donc, il n'y a pas vraiment de rapport verbal, etc. des dernières assemblées générales du syndic. En revanche, ils sont en train de construire ça, et donc là, le point important qui m'a été relevé, c'est que c'est quand même mieux, à partir d'une certaine taille de copropriété, de passer par des professionnels qui gèrent votre syndic et de pas laisser un particulier le porter à sa charge tout seul. Vous aurez aussi la taxe foncière à régler, bien entendu, pour la première année. Moi, j'ai la chance, vu que le bien vient d'être un peu construit, et bien on n'a pas de référence à ce niveau-là, et donc a priori la taxe foncière sera nulle sur la première année, j'aurai pas de taxe foncière à régler. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je le disais tout à l'heure, mais si vous achetez une maison qui est meublée par exemple, c'est hyper important de vérifier tous les meubles et de bien les lister dans le compromis, de lister les marques pour vous assurer que le vendeur garde les équipements comme ils vous ont été présentés lors des visites au moment de la vente. Un des exemples que j'ai entendu, c'est par exemple, vous avez un lave-vaisselle top gamme au moment de la visite. Si vous n'aviez pas renseigné ça dans le compromis et que le jour de la vente, le vendeur change le lave-vaisselle pour un autre bas de gamme, vous pouvez rien y faire malheureusement. Bon, autre information, là c'est au niveau du notaire, il y avait quelques honoraires à régler aussi au moment de la signature qui dans mon cas ont été de 600 €, donc c'est un virement à faire au notaire. Bon, vous l'avez compris, la signature du compromis, c'est vraiment une étape clé de l'acquisition d'un bien immobilier, puisque c'est tout simplement à ce moment-là que tout est posé noir sur blanc.
vous bloquez le bien, ce qui veut dire que le vendeur ne peut plus proposer le bien à qui que ce soit. En plus de ça, vous sécurisez la transaction avec des clauses qui vous protègent, donc qui sont les conditions suspensives, et ça peut arriver qu'on vous demande de verser un dépôt de garantie à hauteur de 5 à 10% du prix de vente, qui sera déduit lors de la signature finale. Moi, c'est pas mon cas et j'en suis très content. Bon, faut quand même faire attention à certains points. Déjà, c'est important de tout lire et de tout comprendre. Ne signez pas si vous n'avez pas compris un point. Faut bien vérifier toutes les conditions suspensives, ça vous commencez à le comprendre, on l'a bien répété, et il faut s'assurer que toutes les informations, bien sûr, soient exactes. Donc là, pour ça, faut vraiment pas hésiter à demander conseil à votre notaire ou à votre agent immobilier qui vont vous aider sur ces points-là. Moi, en ce qui me concerne, avant la signature, j'ai pris un moment pour relire toutes les informations du compromis avec l'agent immobilier, puisque assurez-vous que le compromis de vente vous soit à minima envoyé 24 heures avant la signature pour pouvoir faire d'éventuels retours afin d'avoir le temps de faire des retouches avant la signature. Donc nous, on l'a parcouru la veille, on n'avait pas de retour à faire, donc c'était idéal. Et derrière, au moment de la signature, donc là c'est un moment qui prend un peu de temps puisque le notaire vous refait aussi une passe sur les éléments importants pour être sûr qu'on est bien aligné sur toutes les informations qui sont rédigées dans le compromis. Bon, il y a quand même quelques points de vigilance et peut-être pièges à éviter. Moi, dans mon cas, les points de vigilance, c'est que j'ai pas de régime VIR, c'est la vente d'immeubles à rénover, ce qui est normal puisque le bien vient d'être construit, il n'y a pas de grosse rénovation. Et donc, ce qui implique que en dehors des travaux listés dans le compromis qui n'existent pas, je n'ai pas de garantie spéciale sur d'autres défauts ou malfaçons. Le bien est vendu en l'état, ce qui veut dire que j'accepte l'appartement tel qu'il est et donc d'où l'importance de la visite juste avant la signature. Dans mon cas aussi, l'usage est important et ça c'est un point de vigilance également. Moi, le bien doit rester à usage d'habitation uniquement. Bon, ça tombe bien, c'est ce que j'ai prévu, mais c'est quand même important de le noter. J'ai pas le droit de réaliser de travaux avant la vente, donc je n'ai pas le droit de réaliser de travaux avant d'être officiellement propriétaire. Bon, en revanche, peut-être que je vais pouvoir, une fois mon prêt obtenu, commencer à meubler l'appartement via un accord commun avec le vendeur qui, de ce que me disait l'agent immobilier, serait ouvert à cette possibilité-là. Alors moi, de mon côté, je sais pas si je vais prendre le risque parce que si pour X ou Y raison la vente n'a pas lieu, ce que je ne souhaite pas bien entendu, j'ai pas envie de me retrouver avec des meubles que j'ai payés alors que au final j'ai pas l'appartement. Donc je pense que je vais attendre, je suis pas pressé à ce point non plus. La remise des clés se fait le jour J, au moment de la signature chez le notaire, pas avant, bien entendu. Et le dernier point qui est un peu dommage dans mon cas, c'est que je n'ai pas d'assurance dommage ouvrage. En général, c'est mieux d'en avoir une, mais de ce que j'ai compris, en fait, là, on est sur un particulier qui vend un bien. C'est une assurance qui coûte assez cher, donc dans ce cas-là, quand on n'est pas sur des vendeurs de biens, on peut se retrouver sans assurance dommage ouvrage. Et alors, après la signature, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a les 10 jours de rétractation. Si jamais vous souhaitez vous rétracter, ça passe par un courrier en recommandé physique au notaire. Derrière, il faut commencer les démarches pour obtenir un prêt, donc contacter les différentes banques, les courtiers si vous passez par un courtier. Moi, je suis en plein sur cette étape-là et je vous documenterai tout ça une fois ces étapes-là bien passées. J'en ferai une vidéo spéciale sur comment obtenir un prêt et comment est-ce que j'ai fait dans mon cas. En parallèle de tout ça, le notaire, lui, prépare l'acte définitif pour la vente. Et si toutes les conditions sont réunies, on se donne rendez-vous dans environ 3 mois pour la signature définitive et la remise des clés, bien entendu. Et ensuite, une fois que la signature a eu lieu, mais ça, on aura le temps d'y revenir, il y a tout un tas d'assurances à souscrire, bien entendu, une fois que vous devenez propriétaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous savez tout à présent sur le compromis de vente et que le compromis n'a plus aucun mystère pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un like sur cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série From Zero to Cashflow où encore une fois je te documente toutes les étapes de mon premier investissement immobilier. C'était Romain, à la prochaine, ciao.